Vieux comme le monde, le podcast d'actualité. Enfin presque, le podcast de l'actualité d'il y a très longtemps. Nous sommes le 16 avril 2025. Ah non, pardon, le 16 avril 1912. Tous les journaux n'ont qu'un nom à la bouche, celui d'un célèbre paquebot que tout le monde connaît, le Titanic. Pardon, mais j'avais pas les droits pour la musique. Voyons ce qu'on en dit dans la presse. Le journal qui s'appelle sobrement Le Journal, titre « Le Titanic, le plus grand paquebot du monde, heurte une banquise de glace et coule. Les passagers sont indemnes, l'équipage est sauf. » Bon, ça doit être une erreur, pardon. Sur la une du petit journal, le paquebot Titanic est entré en collision avec un iceberg. Les 2700 personnes qui étaient à bord ont été sauvées. C'est bizarre, non ? Sur la deuxième page du quotidien La Dépêche, pas mieux. Les passagers sont sauvés, mais le navire grièvement blessé. D'après une dépêche de New York, un radiogramme d'Halifax annonce que tous les passagers du Titanic sont sauvés. D'autre part, la compagnie à laquelle appartient le Titanic fait savoir que le Virginian a porté secours au Titanic. Le sauvetage est donc confirmé. Attendez, à New York, un télégramme confirme que tous les passagers ont quitté le Titanic à 3h30 du matin, sains et saufs. Pourtant, l'histoire nous permet maintenant d'être certains que le bateau a sombré entièrement à 2h40 du matin, soit 50 minutes avant ce prétendu sauvetage. Je crois que nous sommes là, devant la première fake news de l'histoire de l'humanité. Bon, pour comprendre ce qui s'est passé dans les bureaux de presse, pas d'autre choix. Nous devons voyager dans le temps et nous rendre dans une cabine interdite aux voyageurs. Rendez-vous sur le Titanic, dans la cabine des télégraphistes. Imaginez, vous pénétrez dans une petite pièce exiguë au mur blanc, quasiment totalement occupée par deux gros appareils de télégraphie. Une petite lampe éclaire le bureau devant un petit hublot carré. Deux horloges tiquent au-dessus du bureau. Une à l'heure de l'Angleterre, au départ du Titanic, et une à l'heure de New York, la ville d'arrivée. Cette cabine est occupée par deux jeunes hommes. Le premier, c'est Jack. Non, pas celui-là. Jack George Phillips. C'est un télégraphiste de talent. Il n'en est pas à son tour de chauffe, puisqu'il revient d'une mission de plusieurs mois sur un autre paquebot, l'Adriatique. Pendant son repos sur la terre ferme, il a confié à un ami avoir développé une nouvelle peur, celle des icebergs. Mais son repos est de courte durée. La White Star Line, la compagnie des paquebots, vient de l'affecter au voyage inaugural de leur nouveau géant des mers, le Titanic. Il sera assisté d'un junior, Harold Bride. Ils ont alors 25 et 23 ans. Leur rôle sur le Titanic est simple. Ils transmettent les messages des passagers à la terre ferme, moyennant paiement. Le télégramme coûte ainsi 12 shillings et 6 pence les 10 premiers mots, puis 9 pence par mot supplémentaire. Un luxe donc, qui est réservé aux passagers de la première classe. Ils reçoivent également les nouvelles du jour, qu'ils transmettent à l'équipe chargée de préparer le journal destiné aux passagers. Les potentiels messages de sécurité, comme la position des icebergs par exemple, mais c'est qu'un exemple, ne sont donc absolument pas une priorité et sont rarement transmis aux officiers. Nous sommes dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. C'est Jack qui est en poste pendant qu'Harold dort en attendant de prendre la relève. Jack est très occupé. L'un des deux appareils de télégraphie vient d'être réparé après une avarie et il doit donc rattraper plusieurs jours de communication en retard. Le Titanic vient également d'entrer dans la zone d'émission de Cap Race, la station radio de Terre-Neuve. Ça, c'est une super bonne nouvelle pour Jack. Il peut maintenant transmettre ses messages directement à la terre ferme sans passer par un autre bateau. À 22h55, il est interrompu dans sa communication en recevant un message du télégraphiste du Californian, un paquebot qui suit la même route. Ce télégramme l'avertit que le Californian vient de se stopper pour cause d'iceberg. Jack, interrompu dans sa communication avec Cap Race, la terre ferme, lui répond « Tais-toi, je suis occupé. Je suis en communication avec Cap Race. » et continue sa communication de messages de passagers. À 23h40, les passagers ressentent un petit choc. Pas grand-chose. Un deuxième choc, plus fort, puis un troisième choc encore plus fort. Ils ne le savent pas encore, mais le Titanic vient de percuter un iceberg. Jack, complètement inconscient de ce qui vient de se produire, continue d'envoyer les communications des passagers de première classe. Nous sommes dans la cabine des télégraphistes du Titanic, il est minuit 15. Titanic à Cap Race, à Harrison Sandford, New York. Salut garçon, pense à toi au dîner, mon cœur avec toi, toujours. Titanic à Cap Race,
à George Simond, New York. Temps merveilleux, bonne humeur. Te souhaite. Le télégramme se finit abruptement, ou plutôt, il n'est jamais fini. Le commandant Edward Smith vient de faire irruption dans la cabine et donne à Jack l'ordre d'envoyer le CQD. CQD, ici le Titanic. CQD, ici le Titanic. CQD, ici le Titanic. CQD, ici le Titanic. Le CQD, c'est le signal de détresse en usage à l'époque. CQ pour seeking, D pour détresse. CQD, ici le Titanic. CQD, ici Titanic. Position 41-44N. 50-24W. C'est le bateau Frankfurt qui reçoit en premier cet appel à l'aide. Y a un problème? CQD, ici le Titanic. Position 41-44N. 50-24W. Ok, attendez. Je préviens capitaine. Le Titanic continue de faire un appel à toutes les stations. CQD, CQD, ici le Titanic. Le Mount Temple reçoit également le télégramme d'alerte. Quel est le problème? Je n'arrive pas à vous lire. Voici ma position. 41-46N. 50-24W. Venez tout de suite. Avons heurté iceberg. Reçu. Je vais prévenir capitaine. CQD, ici le Titanic. CQD, CQD, CQD. Attention all stations. Ici le Mont Temple. Titanic envoie CQD. Dit avoir besoin d'assistance. Donne sa position. Ne m'entend pas. À minuit 25, 45 minutes après le choc, la terre ferme reçoit pour la première fois l'appel de détresse du Titanic. Et à la même heure, le capitaine Edward Smith donne l'ordre de faire évacuer les femmes et les enfants. Cap Race et le bateau Ipiranga font un appel à toutes les stations en prévenant du CQD du Titanic. Le Ipiranga partagera le message 10 fois de suite. Le bateau Carpathia finit par le recevoir. Savez-vous que Cap Race envoie des messages pour vous? Venez vite, avons percuté iceberg. C'est un CQD. Je dois prévenir mon capitaine. Vous avez besoin d'assistance? Oui, venez vite. CQD, besoin d'assistance. Percuté iceberg. CQD. Pendant ce temps, Cap Race continue d'envoyer le message d'alerte à toutes les stations. Il tente aussi d'entrer en communication directe avec le Titanic, mais n'obtient aucune réponse. Un nouveau bateau, le Burma, entre en communication avec le Titanic. Il lui demande sa position, Jack lui donne, puis utilise pour la première fois le mot Naufrage. N'entend rien à cause du bruit de la vapeur. Pas de réponse. Jack envoie le même télégramme au Ipiranga. 15 fois. Pas de réponse. Le télégraphe existe depuis 21 ans. Ce n'est donc pas une nouvelle technologie, mais un message aussi long prend près d'1 minute à être envoyé à cette époque, ce qui ajoute à l'horreur de la situation. Chaque message de détresse est long à envoyer et long à recevoir. Jack a du mal à se faire comprendre et la lenteur du matériel n'aide pas. Silence. Le Mount Temple finit par répondre. Capitaine fait demi-tour. Le Mount Temple est alors à 500 miles du Titanic, 804 km. Il leur faudrait plusieurs heures pour arriver. Puis le Frankfurt envoie sa position. Le Titanic répond « Venez nous porter assistance. Quel est votre problème? Pour rappel, le Frankfurt lui a déjà posé la question. Il y a 15 minutes. Avons percuté iceberg et coulons. S'il vous plaît, dites à votre capitaine de venir. Ok, je préviens le pont tout de suite. Et il avait déjà répondu ça il y a 15 minutes. Ok, vite. Le Titanic coupe la communication avec le Frankfurt et appelle le Carpathia. Nous avons besoin d'assistance immédiatement. Nous sommes à 58 000. Ok. L'Olympique, un bateau qui appartient aussi à la White Star Line, appelle le Titanic 2 fois, sans réponse. Vous n'entendez pas l'Olympique vous appeler? Non, je n'arrive pas à le lire. Il y a du brouillage. Nous pouvons être là dans 4 heures. Reçu, merci. Harold, l'assistant télégraphiste, vient de se réveiller. Harold ne prend pas la situation au sérieux. Il conseille à Jack, en blaguant, d'essayer un nouveau message d'alerte qui n'est pas encore très répandu, le SOS. Il est maintenant minuit 45, 1h05 après la collision, quand le Titanic envoie pour la première fois SOS, CQD, SOS, ici le Titanic. Naufrage rapide. Venez nous porter assistance. Ce message sera envoyé en boucle et retransmis de bateau en bateau. À 1h, l'Olympique arrive enfin à avoir une réponse du Titanic et lui demande qui a heurté un iceberg. À 1h05, le Carpathia annonce au Titanic qu'il est en route. Les communications commencent à régulièrement sauter. L'Olympique demande à plusieurs reprises à toutes les stations d'arrêter de communiquer pour libérer les ondes. Arrêtez de parler! Arrêtez de parler! Arrêtez vos transmissions! Brouillage! Titanic, capitaine dit de préparer tous vos canaux.
Le Baltic et le Virginian avertissent les stations qu'ils sont en route. Ils sont respectivement à 243 miles et 170 miles du Titanic, 391 et 273 km. À 1h25, le commandant Smith revient à la cabine. Il demande aux télégraphistes de transmettre aux bateaux qui sont en route un télégramme leur demandant de préparer tous leurs canaux de sauvetage. À 1h27, l'Olympique arrive de nouveau à communiquer avec le Titanic. Vous dirigez-vous vers le sud pour venir à nous ? On met les femmes dans des canots, on met des passagers dans les canots. Femmes et enfants tiendront plus longtemps. Perte de l'énergie. Quel temps avez-vous eu? Clair et calme. À 1h35, la panique commence à se lire dans les télégrammes. Machinerie inondée, machinerie inondée. Le Frankfurt rentre en communication. Il y a des bateaux autour de vous? CQD, SOS, CQD, SOS, CQD, SOS. Machinerie inondée, machinerie inondée. L'Olympique répond. Toutes les cheminées allumées. On arrive le plus vite possible. À 1h45, Venez le plus vite possible. Machinerie se remplit jusqu'aux cheminées. le Frankfurt rentre encore en communication. Il y a déjà des bateaux autour de vous? CQD, CQD, CQD. SOS, SOS, SOS. Venez vite. On prend l'eau. Eau est montée jusqu'aux cheminées. Venez le plus vite possible. Quel est votre problème? C'est la 3e fois en 2 heures que le Frankfurt demande quel est le problème. Alors Jack perd un petit peu patience. Imbécile, espèce d'imbécile. Restez à l'écart de tout ça. Restez à l'écart. À 1h55, le Baltic demande à Caprace s'ils ont des nouvelles du Titanic, parce que le signal est très faible. Caprace répond qu'ils n'ont pas eu de nouvelles depuis 1h30. Le commandant Smith, commandant du Titanic, revient à 2h05, indiquant aux 2 télégraphistes qu'il ne reste que 2 canaux de sauvetage, qu'ils sont relevés de leurs fonctions et que c'est maintenant chacun pour soi. Mais Jack ne cesse cependant pas son travail et continue d'envoyer des messages de détresse. CQD, Titanic, on coule vite. Passagers sont mis dans des bateaux. Titanic. Le Virginian répond qu'il n'arrive pas à lire le message et lui conseille de passer en mode urgence. SOS, SOS, CQD. Plus rien pendant 7 minutes. Et puis, CQD, ici le Titanic. CQD, ici le... c'est le dernier télégramme envoyé avec succès depuis le Titanic. Mais les 2 hommes continueront d'essayer d'en envoyer et ne sortiront de leur cabine que 20 minutes après le dernier message reçu, soit 2 ou 3 minutes avant que le Titanic ne sombre entièrement. Alors qu'ils courent sur le pont dans l'espoir de survivre, ils se séparent. Jack court vers l'arrière du bateau et Harold sera entraîné malgré lui vers le radeau pliable B. Le canot flotte retourné avec une trentaine d'hommes accrochés. Il y restera pendant 2 heures, partiellement immergé dans l'eau glaciale, jusqu'à l'arrivée du Carpathia. À bord du Carpathia, il reprend immédiatement le travail en assistant le télégraphiste à bord. Il transmet alors des messages à la compagnie, aux autres bateaux, ainsi que les premières listes de survivants. Il travaille quasiment en continu jusqu'à l'arrivée du bateau à New York, 3 jours plus tard. Si l'on sait tout ça, c'est parce que le New York Times lui a promis une somme d'argent en échange de l'exclusivité de son témoignage. Il sera payé $100 par le journal américain. Quant à Jack, il mourra dans le naufrage du Titanic. Il fait partie des 1500 victimes de cet accident. Alors que le Titanic a sombré dans l'océan depuis plusieurs heures, les parents de Jack reçoivent un télégramme leur indiquant que le Titanic est en train d'être remorqué jusqu'à Halifax. Et ils n'apprennent la mort de leur fils que lorsque la White Star Line publie enfin publiquement la liste des disparus. Ces télégrammes trompeurs, ceux qui ont donné tant d'espoir aux familles des victimes et ceux qui ont fait mentir la presse internationale, auraient été envoyés par la White Star Line elle-même, la compagnie du Titanic et de l'Olympique. Comment, alors que le Titanic a communiqué sans relâche avec la terre ferme et les autres paquebots, la compagnie a pu envoyer de tels télégrammes, à plusieurs reprises? Dans la presse écrite, ces télégrammes sont démentis et critiqués dès le 17 avril 1912. On peut lire par exemple dans le petit journal de cette date, la White Star Company reconnaît que probablement il n'y a que 675 sauvés des 2200 qui étaient à bord du Titanic. Dans le journal de la Dépêche, on dit « Le transmetteur du télégraphe sans fil du Titanic aurait envoyé à ses parents qui habitent Godalming en Angleterre une dépêche disant « Le Titanic poursuit lentement sa route vers Halifax, il est pratiquement impossible qu'il coule, ne vous inquiétez pas ». Un télégraphiste sans fil à Sable Island, lui, à qui l'on demanda s'il était possible de faire parvenir des télégrammes aux passagers du Titanic, répondit que cela était difficile car on croyait que les passagers étaient dispersés sur plusieurs paquebots. Les journaux européens du 16 avril ont souffert d'une chose, c'est vrai, le décalage horaire. Au moment où la White Star Line admet finalement le naufrage,
Les journaux français sont déjà imprimés, alors que les journaux américains ont eu le temps de changer leur une. Le New York Times est ainsi le premier journal à annoncer le drame. Par contre, ils ont oublié d'enlever dans les encarts publicitaires de la page 14 une publicité pour la prochaine traversée du Titanic. Oh, la boulette. Concernant les télégrammes mensongers, le mystère réside. La société Marconi, qui employait les télégraphistes des paquebots, dément que les télégrammes aient été envoyés par leurs employés. Quant à la White Star Line, interrogée le 22 avril dans l'enquête sur le naufrage, leur directeur dira qu'il s'agit d'une erreur commise par les juniors du bureau. En gros, il remet la faute sur les stagiaires. 113 ans plus tard, on ignore encore qui est à l'origine de cette erreur monumentale. En 2015, bon nombre de journaux français titrent « Le télégramme qui aurait pu sauver des vies a été retrouvé ». On y lit qu'un télégramme envoyé lors du naufrage fut retrouvé dans une petite pile de lettres de la White Star Line, et qui, s'il avait été lu, aurait pu sauver tous ceux qui ont péri dans l'accident. Nous avons heurté Iceberg. Coulons vite, venez à notre secours. Ce message a d'abord été reçu par Caprice, puis envoyé à New York. Mais dans les faits, ce télégramme n'aurait rien changé. L'évacuation du Titanic s'est faite en moins de 2 heures, et tous les bateaux qui auraient pu venir en aide au Titanic étaient déjà prévenus et en route. Ce télégramme n'aurait donc pas eu plus de chances de sauver 1513 personnes, celles qui ont perdu la vie dans le plus célèbre des naufrages. Ce titre n'est donc qu'un intitulé racoleur, mais en même temps, qui sait, c'est peut-être simplement l'œuvre d'un stagiaire. Un grand merci aux loustiques qui ont prêté leur voix aux télégraphistes des géants des mers pour cet épisode. Adrien Parlant pour le Titanic, Oscar Manchon-Armedov pour le Frankfurt, Clément Gézéchiel pour le Mount Temple, Léo Pollard pour le Carpathia et Bruno Lezo pour l'Olympique. Mais surtout, un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle actualité d'il y a très longtemps.